Allez, remonte! 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 Un Airbus A300 dévie de sa trajectoire. Et ça a été l'accident aérien le plus mortel de l'histoire de l'Indonésie. C'était insoutenable. Voici les 2 éléments qu'on doit retrouver. Il fallait mettre la main sur les boîtes noires. À mesure de l'examen des preuves, Indonésia 152, tournez à droite. Cap 046. Ici, sur la bonne trajectoire. chaque indice déconcerte un peu plus les enquêteurs. Ils ont remis les gaz. On ne comprenait rien. Le point d'impact n'était pas du tout à l'endroit où aurait dû se trouver l'avion. Ils croyaient aller où? On ne se l'expliquait pas. « 222 passagers ont pris place à bord du vol 152 de Garuda Indonesia. Leur destination, la ville de Medan sur l'île de Sumatra. Laissons le pilote automatique aussi longtemps que possible. Très bien. Le commandant Rachmo Wiyogo vole en Indonésie depuis près de 20 ans. Il connaît très bien la route du jour. En cas d'approche interrompue, montez à 2500 et contactez le trafic aérien. Inutile de le noter. Détendez-vous. D'accord, commandant. Le mécanicien navigant Tatazu Waldi a été récemment promu copilote. Les 2 hommes sont aux commandes d'un Airbus A300, un des avions de ligne les plus fiables. Le vol 152 a quitté le tarmac de l'aéroport de Jakarta 1h30 plus tôt et se dirige vers le nord-ouest. Il devrait arriver à destination d'ici une demi-heure. Vent au sol, calme. Visibilité 400 mètres. Un bulletin météo automatisé prévient l'équipage d'un élément inhabituel. Phénomène présent, fumée. Des feux de forêt ravagent Sumatra et un épais manteau de fumée obscurcit le ciel de toute l'Asie du Sud-Est. La population étouffe et c'est la pagaille au niveau du trafic aérien. La fumée limite la visibilité au point de rendre les phases de descente et les manœuvres d'approche pas impossibles, mais très difficiles. Le personnel navigant commercial commence à préparer la cabine en vue de la descente. Au sol, les contrôleurs sont particulièrement occupés cet après-midi. Indonésia 152, demandons autorisation de descente. Ils doivent gérer plusieurs vols de différentes compagnies nationales, dont Merpati, Burak et Garuda Indonesia. Je confirme la descente au cap 140. Le vol 152 est autorisé à amorcer sa descente. Descendons cap 140, Indonésia 152. L'aéroport de Medan ne dispose que d'une seule piste. En ce moment, un vol de Burak Airlines est prêt à décoller. Le contrôleur doit donc demander au vol de la Garuda de ralentir pour lui laisser le temps de prendre son envol. Indonésia 152. Descendez à 3000 pieds pour piste 05. Réduisez vitesse à 220. Réduisons vitesse à 220 nœuds, Indonésia 152. Ceinture, interdiction de fumer. À moins d'un quart d'heure de l'aéroport, l'avion passe sous les 3000 mètres d'altitude. Il y a beaucoup de fumée sous les 10 000 pieds. Ouais. Le pilote n'avait aucun repère visuel extérieur.
Il s'est entièrement reposé sur ses instruments de bord. La visibilité réduite est une pression supplémentaire sur les épaules des aiguilleurs du ciel. S'il y a de la fumée jusqu'au sol, le contrôleur sait que les pilotes vont rencontrer des problèmes. Il faudra donc leur apporter toute l'aide nécessaire et les indications devront être très précises. Le commandant de bord ajuste la puissance des moteurs. Merpati 152, tournez à gauche, cap 240 pour intercepter piste 05. Le 1 a toujours un petit temps de retard. Gardez un œil dessus. Très bien. Indonésia 152, vous me recevez? Indonésia 152, répétez. Ok, tournez à gauche, cap 240. Maintenant 235 pour intercepter piste 05. Reçu, tournons à gauche, cap 235, Indonésia 152. L'avion de la Burak a décollé. La piste est dégagée. Burak 683, tournez à gauche, cap 120. Indonésia 152, piste dégagée. Descendez à 2000 pieds. Descendons à 2000 pieds, Indonésia 152. S'il n'y avait pas de fumée, les passagers pourraient déjà apercevoir le sol. La visibilité était très limitée. Rappelez-vous la dernière fois que vous avez conduit en pleine purée de poids. Indonésia 152. Tournez à droite, cap 046. Tournons à droite, cap 046, Indonésia 152. Volez à 8. Contrôle de vitesse, volet à 8. On étouffe ici. Essayez de régler ça. Il fait très chaud. C'est pourtant réglé sur frais. D'une seconde à l'autre, le contrôleur devrait voir l'avion tourner pour son approche finale. Quoi? Contre toute attente, l'Airbus se retrouve bien trop près du sol. Allez, remonte! 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 Les pilotes font tout pour regagner de l'altitude. Mais le jet de 130 tonnes met du temps à répondre. Et le temps est un luxe qu'ils n'ont pas. Non, non, non! Non! Des villageois affluent sur le lieu de l'accident, situé à plus de 25 km de l'aéroport de Médane. On ne compte aucun survivant. Les 234 personnes à bord de l'appareil sont mortes. Il s'agit là de l'accident aérien le plus mortel dans l'histoire de l'Indonésie. Le pays tout entier veut des réponses. Il fallait comprendre non seulement ce qui s'était passé, mais aussi comment et pourquoi un tel accident s'était produit. Les enquêteurs rejoignent rapidement la foule de policiers et de civils déjà présents sur la zone. Voyons la dispersion des débris. Santoso Sayogo est un membre clé de l'équipe d'investigation. Il a été touché personnellement par cette tragédie. Je connaissais le pilote et le copilote depuis très longtemps. Quand on apprend que deux de ses amis figurent parmi les victimes d'un accident, ça fait un choc terrible. Santoso, faut sécuriser l'accès au site. Les autorités britanniques ont dépêché Rob Carter pour aider à l'enquête. Sur les lieux, c'était le chaos. Il y avait énormément de personnes, dont une poignée seulement de policiers. Rien ne semblait vraiment sous contrôle. Beaucoup de gens faisaient différentes choses, dont très peu en rapport avec l'enquête.
À ce moment-là, l'odeur était insupportable, mélangée à la chaleur, à l'humidité et à la pollution. C'était insoutenable. Pour Robert Carter, tout ce désordre est source d'inquiétude. Et si le manque de sécurité compromettait l'enquête? Beaucoup de villageois farfouillaient parmi les débris pour récupérer certaines pièces. On craignait qu'ils n'embarquent avec eux des morceaux d'avion qui auraient pu nous être utiles. Si les autorités ne sont pas capables de rétablir l'ordre et de protéger les indices, la vérité sur les causes de ce crash ne sera peut-être jamais connue. Très bien. Le moteur 1 a été trouvé ici. D'accord. L'épave de l'Airbus A300 se trouve à plus de 25 km au sud-ouest de l'aéroport de Médane. Le périmètre resserré de la zone du crash indique que l'appareil ne s'est pas disloqué en vol. Tout l'avion, ou presque, était compris dans une zone de 120 mètres sur 80, ce qui est très compact. Les décombres donnent un autre indice aux enquêteurs. Un indice qui ne s'explique pas. Le champ de débris révèle que l'appareil s'éloignait de l'aéroport quand il s'est écrasé à flanc de coteau, à l'exact opposé de la direction qu'il aurait dû prendre. Une des bizarreries, c'était l'emplacement du point d'impact. Il n'était pas du tout là où aurait dû se trouver l'avion, par rapport au plan d'approche de l'aéroport. On ne se l'expliquait pas. Voici les deux éléments qu'on doit retrouver. Les enregistreurs de vol apporteront sans doute quelques réponses. Ils devraient être par là. Allez, on s'active. Il fallait mettre la main sur les boîtes noires, parce qu'elles renfermaient des indices et des preuves. Les enquêteurs craignent qu'elles n'aient été dérobées par des pillards. Des centaines d'habitants sont recrutés pour les retrouver. On cherchait ardemment l'enregistreur phonique et celui des paramètres de vol, afin d'avoir les détails précis de ce qui s'était passé. Dans le même temps, ils interrogent le contrôleur aérien, la dernière personne à avoir communiqué avec le vol 152. Ils ont fait leur approche depuis le sud-est. Je les guidais dans cette direction. Virage à gauche, puis à droite, pour s'aligner avec la piste 05. Le contrôleur se demande si le commandant de bord n'a pas mal interprété ses instructions et manqué le dernier virage. Il n'a pas compris de quel côté tourner. Il a viré à gauche ici. Mais sans les enregistreurs de vol, impossible d'expliquer pourquoi l'aéronef a tourné du mauvais côté. Y a-t-il eu défaillance mécanique ou un incident de dernière minute? On n'arrivait pas à déterminer la raison qui avait conduit le commandant à tourner à gauche. C'était le grand point d'interrogation. Dans l'attente de retrouver les boîtes noires, les enquêteurs récupèrent les enregistrements de la tour de contrôle, dans l'espoir de comprendre un peu mieux pourquoi l'avion s'est éloigné de l'aéroport plutôt que de s'en approcher. On se demandait s'il y avait eu une anomalie des systèmes de bord, voire une défaillance structurelle légère, ou si les pilotes avaient été gênés par quelque chose. Tout était envisageable. Vas-y, lance. Je confirme la descente au cap 140. Les enregistrements de la tour ne contiennent que les échanges radio passés entre le contrôleur et les pilotes. Indonésia 152. Descendez à 3000 pieds pour piste 05. Ils sont moins utiles que l'enregistreur phonique, qui, lui, comprend tous les sons et toutes les conversations du cockpit. Réduisez vitesse à 220. Il doit faire décoller le Burak 683. Mais les enquêteurs sont à l'affût du moindre indice qui expliquerait pourquoi l'avion a pris la mauvaise trajectoire. Au début, tout semble normal. Merpati 152, tournez à gauche, cap 240 pour intercepter piste 05, depuis la droite. Jusqu'à ce que l'aiguilleur se trompe d'indicatif d'appel.
On a Merpati 152 et ensuite Garuda 152. Plus tôt dans la journée, le contrôleur a communiqué avec un vol de la compagnie Merpati qui portait le même numéro, le 152. Et il semblerait qu'à ce moment-là, il ait mélangé les deux vols. Au lieu de dire Garuda 152, il a dit Merpati 152. Le pilote de la Garuda n'a rien collationné puisqu'il pensait que le message ne lui était pas adressé. Indonesia 152, vous me recevez? Indonesia 152, répétez. Quand le contrôleur s'est aperçu de son erreur, il a rappelé. Ok, tournez à gauche, cap 240. Maintenant 235 pour intercepter piste 05. Gauche, cap 235. Reçu, tournons à gauche, cap 235, Indonesia 152. Le quiproquo semble être rapidement levé. Le contrôleur dit qu'ils ont bien effectué ce virage. Après ce bref moment de confusion, le vol de la Garuda se trouve exactement où il devrait être. Cap 215, Indonesia 152. Ils sont ici, sur la bonne trajectoire. Encore un virage à droite et ils seront alignés avec la piste. Indonesia 152, tournez à droite, cap 046. L'instruction est limpide. Tournons à droite, cap 046, Indonesia 152. Arrête là. Ils ont bien compris qu'ils devaient tourner à droite. Qu'est-ce qui a alors pu mal tourner dans les derniers instants? Ils vont dans la direction opposée qui leur a été donnée. Pourquoi? Le contrôle aérien a donné l'instruction de tourner à droite, cap 046. Et pourtant l'avion a viré à gauche. À ce stade de l'enquête, on ne comprenait pas pourquoi. Pour percer le mystère du vol 152, les boîtes noires vont s'avérer indispensables. Une semaine après le crash du vol 152 de Garuda Indonesia, le chagrin et la souffrance des familles de victimes viennent rappeler le très lourd bilan humain. Des gens de tous horizons veulent comprendre ce qui est à l'origine de la catastrophe. Elles sont bien quelque part. Reprenons nos recherches depuis le départ. Allez. Les boîtes noires de l'appareil restent introuvables. Pour les enquêteurs, l'inquiétude monte. Et si les réponses tant attendues par la population ne venaient jamais? On doit les retrouver. C'était très frustrant de ne pas avoir entre nos mains les enregistreurs de vol. Ce sont des éléments cruciaux pour comprendre les subtilités d'un accident aérien. Sur les lieux de la catastrophe, les conditions n'aident pas. On était en pleine saison des pluies. Je vous laisse imaginer à quel point le terrain était humide et glissant. En dépit de tous les obstacles, les enquêteurs s'activent. Essayons de déterminer ce que faisait l'avion. Ils rassemblent des débris d'importance, et en particulier certains instruments de navigation. Suharyanto Djajono, du comité indonésien de la sécurité des transports, espère en apprendre davantage sur les performances de l'appareil. Sans les boîtes noires, on s'est penché sur les instruments présents dans le cockpit, comme les jauges par exemple. Sur ce modèle d'Airbus, nombre de jauges sont électroniques. En cas de panne, elles indiquent la dernière valeur comme un instantané. Lorsqu'il n'est plus alimenté en électricité, l'instrument se fige. Ces valeurs donnent un aperçu précieux des derniers instants du vol 152. Tiens, regarde. On dirait que c'est 1.552. C'est la puissance de remise de gaz.
Ils essayaient de se sortir d'un mauvais pas. Les instruments ont montré que la poussée des réacteurs était très élevée lorsqu'il n'y a plus eu de courant. Les pilotes ont donc bien vu le danger et ont tenté désespérément de reprendre de l'altitude. La réponse de l'équipage a été d'augmenter la poussée des réacteurs quand il s'est aperçu qu'il était trop près du sol. Alors que les indices s'accumulent, l'éventualité d'une défaillance mécanique apparaît de moins en moins probable. Ils semblaient avoir le contrôle de leur appareil. Au vu des éléments, on a acquis la quasi-certitude que les pilotes avaient le contrôle d'un avion en parfait état quand il a heurté la montagne. C'était un accident de type collision avec le sol en vol piloté. Il n'y avait rien qui clochait avec l'aéronef. Et pourtant, il a fini par s'écraser. « 26 jours ont passé depuis la catastrophe et les enquêteurs ne s'expliquent toujours pas pourquoi l'avion n'a pas tourné du bon côté. C'est alors qu'ils font une avancée majeure. Voilà. L'enregistreur phonique et celui des paramètres de vol n'ont pas été volés par des pillards. Ils étaient simplement cachés par la végétation dense de la forêt indonésienne. Ça a été une vraie surprise. Quand on s'est rendu compte que les deux boîtes noires étaient restées 26 jours quasiment sous notre nez. Elles étaient embourbées et emmêlées dans les racines d'un arbre couché par terre. Espérons qu'on ait nos réponses. Elles sont rapidement envoyées en laboratoire. Il faudra alors isoler tous les bruits et les conversations du cockpit et récupérer les données concernant les performances de l'avion. La longue attente est sur le point de s'achever. On s'est d'abord concentré sur l'enregistreur des paramètres de vol pour déterminer la trajectoire de l'appareil. L'analyse des données écarte définitivement l'hypothèse d'une défaillance mécanique. Donc, en prenant à gauche, ils se sont éloignés de l'aéroport, puis à droite, et ils se sont écrasés. Très clairement, le dernier virage a été effectué par les pilotes eux-mêmes. Ils croyaient aller où? Je peux voir le profil de descente? L'analyse des données de l'enregistreur des paramètres de vol nous a apporté quelques réponses. Les données montrent également que l'avion descendait de manière régulière jusqu'à toucher la cime d'un arbre à 450 mètres d'altitude. Pourquoi ils ne se sont pas mis en palier à 600 mètres? Indonesia 152, piste dégagée, descendez à 2000 pieds. L'équipage n'avait pas reçu l'autorisation de passer sous la barre des 2000 pieds, soit 609 mètres. L'appareil avait heurté un arbre environ 150 mètres sous l'altitude à ne pas dépasser. C'était un vrai mystère. Les enquêteurs savent désormais que les pilotes ont tourné dans la direction opposée à celle donnée par la tour et qu'ils sont descendus sous leur altitude assignée. Ce qu'ils ignorent, c'est pourquoi. Ils placent tous leurs espoirs dans l'enregistreur phonique. Commençons par le premier virage. Ici. Indonesia 152, demandons autorisation de descente. Pour Santoso Sayogo, l'écoute des conversations dans le cockpit est un calvaire. Je connaissais les deux hommes aux commandes de l'appareil. Je reconnaissais leur voix sur les bandes. Ça a été un moment très douloureux.
Merpati 152, tournez à gauche, cap 240 pour intercepter piste 05, depuis la droite. Ça, c'est le message mal adressé. Le 1 a toujours un petit temps de retard. Gardez un œil dessus. Très bien. Les pilotes n'ont pas répondu au premier appel parce qu'ils n'estimaient pas en être les destinataires. Indonésia 152, vous me recevez? Indonésia 152, répétez. Ok, tournez à gauche, cap 240. Maintenant 235 pour intercepter piste 05. Le contrôleur répète l'instruction. Reçu, tournons à gauche, cap 235, Indonésia 152. L'équipage effectue le virage demandé. Pourquoi si loin? Ça veut dire quoi? Et pourtant, l'enregistrement laisse les enquêteurs perplexes. 152, cap 235. Confirmez que nous ne sommes pas en zone montagneuse. Il n'a pas l'air de savoir où il est. Une certaine confusion semblait régner entre les pilotes et la tour de contrôle quant à la localisation de l'appareil. Je vous le confirme, continuez de tourner à gauche, cap 215. Ils sont sur la bonne trajectoire. Vient ensuite le virage à droite en direction de la piste. Indonésia 152, tournez à droite, cap 046. Tournons à droite, cap 046, Indonésia 152. Au lieu de ça, ils ont tourné à gauche. La suite rend d'autant plus incompréhensible ce virage à gauche. Volet à 8. Contrôle de vitesse, volet à 8. L'équipage a beau s'éloigner de l'aéroport, il configure l'appareil comme s'il s'en approchait. Pourquoi sortir les volets alors qu'ils s'éloignent de l'aéroport? Il croit peut-être qu'il s'en approche. Il se croit peut-être à cet endroit. Il pense devoir tourner à gauche pour s'aligner avec la piste. Pour conforter son hypothèse, Santoso Sayogo se penche sur la carte d'approche aéroport. La carte donne la procédure d'approche standard. Et c'est cette procédure que les pilotes s'attendent à réaliser. Il découvre que le vol 152 n'effectuait pas l'approche habituelle. L'approche standard sur l'aéroport de Medan s'effectue par la gauche. Pour s'aligner avec la piste, le pilote doit donc terminer par un virage à gauche. Mais à cause d'un avion au départ, le commandant Wiyogo a reçu l'ordre d'arriver par la droite et donc d'exécuter une manœuvre à laquelle il n'était pas habitué, un virage à droite. Le contrôleur leur a fait prendre une direction qui ne correspondait pas à celle qui se trouvait sur la carte d'approche. Malgré tout, ça n'aurait jamais dû poser problème. Les contrôleurs sont censés confirmer au pilote la trajectoire d'approche bien avant d'atteindre la piste. Pourquoi ne savait-il pas quelle approche il faisait? Reviens à 1,27. Merpati 152, tournez à gauche, cap 240 pour intercepter piste 05, depuis la droite. Santoso Sayogo s'aperçoit que l'erreur dans l'indicatif d'appel n'a en réalité pas été sans conséquence. Indonésia 152, répétez. Lorsque le contrôleur réitère ses instructions, il omet un détail crucial. Tournez à gauche, cap 240, maintenant 235 pour intercepter piste 05. Il n'a pas répété de quel côté ils arrivaient. Il aurait dû se montrer très clair. Vous n'allez pas arriver depuis la gauche de la piste, mais bien depuis la droite. Le pilote pense avoir déjà dépassé l'aéroport quand on lui demande d'effectuer ce virage. Il s'attend à ce que le prochain virage soit à gauche, or on lui demande de virer à droite. Il semblerait que le commandant, alors incapable de distinguer le sol à cause de la fumée, effectue un virage à gauche par habitude. Cette erreur tragique va conduire à la catastrophe. Mais les enquêteurs s'interrogent. Pourquoi le copilote n'a-t-il pas relevé l'erreur? Indonésia 152, tournez à droite, cap 046. Tournons à droite, cap 046, Indonésia 152.
Le copilote collationne correctement l'instruction qui indique un virage à droite. Pourtant, quelques secondes plus tard, l'avion tourne à gauche. Difficile de comprendre pourquoi. Il est désormais établi que le commandant du vol 152 de Garuda Indonesia n'a pas effectué le bon virage. Une erreur de transmission radio l'avait conduit à penser qu'il devait réaliser la même approche qu'à l'accoutumée. Le guidage, c'est-à-dire les directions données par le contrôle aérien, a pu porter à confusion. Les aiguilleurs du ciel n'ont pas été suffisamment clairs. Ils auraient dû énoncer que ce n'était pas l'approche standard. Indonesia 152, tournez à droite, cap 046. Tournons à droite, cap 046, Indonesia 152. Les mots du copilote sont décortiqués afin de comprendre pourquoi il n'a pas réagi lors du mauvais virage. Il fait chaud ici. On étouffe. Essayez de régler ça. Il fait très chaud. Le commandant lui a demandé de vérifier la climatisation. Le copilote a dû lever les yeux pour examiner la climatisation. Ces quelques secondes suffisent à détourner son attention des systèmes de navigation au moment critique. C'est pourtant réglé sur frais. Le copilote a raté les informations essentielles données par ses instruments. On doit tourner à droite. Et quand il a de nouveau regardé, il a été surpris de voir l'appareil tourner à gauche au lieu de virer à droite. Indonesia 152, confirmé virage à gauche ou à droite, cap 046. Tournez à droite, monsieur. Désolé, commandant. Désolé. Reçu 152. 152, confirmez que vous tournez bien à gauche. Nous tournons à droite. 152, ok. Continuez, virage à gauche. Dans la confusion générale, À gauche, nous tournons à droite. Ah oui, d'accord. de précieuses secondes sont perdues. Il fonce droit vers les montagnes. Trop de facteurs confus l'ont embrouillé. Quoi? La fumée et les instructions équivoques du contrôle aérien en faisaient partie. Et l'endroit où se trouvait l'appareil n'était pas très clair dans sa tête. Remonte! 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 À partir du moment où ils ont tourné du mauvais côté, c'était fini. Ce sont toutes ces incertitudes et ce manque de clarté dans l'esprit du commandant de bord qui ont favorisé cet accident. Les enregistrements ont permis de comprendre comment le vol 152 de Garuda Indonesia a dévié de sa trajectoire. Mais une question reste encore sans réponse. Indonesia 152, piste dégagée, descendez à 2000 pieds. Descendons à 2000 pieds, Indonesia 152. L'équipage reçoit l'instruction de ne pas descendre sous la barre des 600 mètres. Et le pilote automatique aurait dû les maintenir à cette altitude. Ils sont descendus jusqu'à 450 mètres, ce qui était beaucoup trop bas. Pourquoi ils sont descendus sous les 600 mètres? Soit le pilote automatique a connu un raté, ce qui est très inhabituel, soit l'équipage a rentré la mauvaise altitude. Aux grandes dames des enquêteurs, le système de pilote automatique a été détruit dans l'accident. L'impact était trop puissant. Quelques morceaux ont bien été retrouvés, mais il était impossible de dire si le système avait été défaillant le jour même. D'après les dossiers de maintenance, le pilote automatique n'avait jamais failli à maintenir la bonne altitude. Une défaillance serait donc peu probable. Et un rapport de l'avionneur élimine définitivement cette hypothèse. D'après les calculs des ingénieurs, les chances qu'une telle panne se produise sont d'1 sur 2 milliards. C'était quasiment impossible qu'il se détraque. Descendons à 2000 pieds, Indonesia 152. Pour les enquêteurs,
Le commandant de bord aurait commis une erreur en entrant l'altitude minimale. Il s'agit plus vraisemblablement d'une erreur humaine. Indonesia 152, confirmé virage à gauche ou à droite, cap 046. Tournez à droite, monsieur. Désolé, commandant. Désolé. Reçu 152. Tandis que l'appareil passe sous les 600 mètres d'altitude, 152, confirmez que vous tournez bien à gauche. Nous tournons à droite. les pilotes sont pris dans une conversation déroutante. De quel côté tourner? 152, ok. Continuez, virage à gauche. À gauche, nous tournons à droite. Ils étaient tellement absorbés par leur virage qu'ils en ont oublié leur altitude. Aucun des pilotes n'a remarqué que l'avion était passé sous la barre des 600 mètres. Lorsque le copilote remarque qu'il vole bien trop bas, On descend. Quoi? il est trop tard. Ils n'ont pas été suffisamment attentifs à leur navigation. Allez, remonte! 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 Et voilà pourquoi ils ont fini trop bas et se sont écrasés. La raison qui explique pourquoi le vol 152 est descendu sous son altitude minimale est désormais établie. Mais d'autres questions restent en suspens. Indonesia 152, piste dégagée, descendez à 2000 pieds. Le contrôleur de Medan dispose d'un radar qui indique l'altitude et la direction de l'appareil. S'il s'était aperçu du danger, il aurait pu prévenir l'équipage et des vies auraient été épargnées. Pourquoi n'a-t-il pas réagi? Descendons à 2000 pieds, Indonesia 152. Les enquêteurs décortiquent les spécificités techniques du système radar de l'aéroport pour tenter de comprendre pourquoi le contrôleur n'a pas averti les pilotes du danger qui se profilait. La plupart des systèmes évolués s'actualisent toutes les 5 secondes. Or, celui de Medan était loin d'être à la pointe de la technologie. Le radar ne s'actualise que toutes les 12 secondes. Ça implique donc que le contrôleur ne recevait la localisation de l'appareil que toutes les 12 secondes. 152, confirmez que vous tournez bien à gauche. Nous tournons à droite. Il peut se passer énormément de choses en 12 secondes. Alors quand le pilote a tourné du mauvais côté, Continuez, virage à gauche. le contrôleur ne voyait pas ce que faisait le pilote. Oh non! Quand il s'en est aperçu, c'était trop tard. Il reste un dernier doute à lever pour résoudre le mystère du vol 152 de Garuda Indonesia. La plupart des avions de ligne sont équipés d'une alarme qui prévient les pilotes que leur appareil vole trop près du sol. Relief, redressez. L'avertisseur de proximité du sol alerte l'équipage via une annonce automatisée. La question était de savoir pourquoi l'accident s'était produit, alors même que l'avion était équipé d'un avertisseur de proximité du sol. D'après l'enregistreur des paramètres de vol, l'avertisseur s'est déclenché à 5 reprises. Les pilotes auraient dû entendre la première alerte 37 secondes avant l'impact. Mais sur l'enregistreur phonique, il n'est audible qu'une seule fois. Redressez, redressez. Seulement 4 secondes avant l'impact. Quelque chose ne va pas. La bande est envoyée en laboratoire où les techniciens améliorent la qualité de l'enregistrement. En écoutant le résultat, les enquêteurs sont sous le choc. Redressez, redressez. La voix n'est pas celle d'un ordinateur.
C'est le copilote Zuvaldi qui crie ça. On s'est aperçu que les mots n'étaient pas prononcés par une voix automatisée, mais ils étaient prononcés par un de mes amis. La conclusion est sans appel. L'avertisseur de proximité du sol n'a pas fonctionné. Il s'avère qu'une faille du système l'empêche de se déclencher lorsque l'appareil survole certains types de reliefs montagneux. Le système embarqué n'a jamais alerté les pilotes. L'avertisseur de proximité du sol a sauvé énormément de vies depuis qu'il existe. Il est effectivement regrettable qu'il n'ait pas fonctionné. Le système plus moderne, appelé EGPWS, aurait été plus efficace. Les enquêteurs tiennent enfin tous les tenants et les aboutissants de la tragédie du vol 152, qui a coûté la vie à 234 personnes. Tout commence avec un contrôleur qui se trompe d'indicatif d'appel. Merpati 152, tournez à gauche, cap 240 pour intercepter Piste 05. Le 1 a toujours un petit temps de retard. Gardez un œil dessus. À cause de cette erreur, l'équipage n'entend pas une instruction cruciale, celle d'approcher la piste par la droite et non par la gauche, comme habituellement. Indonesia 152, répétez. Le commandant de bord aggrave le problème en entrant à une mauvaise altitude dans le pilote automatique. Indonesia 152, piste dégagée. Descendez à 2000 pieds. Descendons à 2000 pieds, Indonesia 152. À cause de cette erreur, le pilote automatique ne maintient pas l'appareil au-dessus des 600 mètres, comme le pensait l'équipage. En raison de feux de forêt, une fumée épaisse empêche les pilotes de se repérer à vue. Le commandant, qui pense que la piste se trouve sur sa gauche, se détourne de l'aéroport et fonce droit sur les montagnes. 152, confirmez que vous tournez bien à gauche. Nous tournons à droite. 152, ok. Continuez, virage à gauche. Trop occupés à déterminer de quel côté tourner, les deux hommes ne remarquent pas que l'avion s'approche dangereusement du sol. Enfin, l'avertisseur sonore qui aurait dû les prévenir ne se déclenche pas. Quoi? Allez, remonte! Remonte! Redressez, redressez, redressez. Non, non, non! Non! Dans son rapport final, le KNKT préconise une meilleure formation des pilotes en communication, ainsi qu'une mise à niveau du système radar de l'aéroport de Medan. Il recommande également d'éviter d'utiliser le même numéro de vol pour plusieurs appareils empruntant la même route. Cet accident et toutes les vies gâchées qui en ont découlé auraient tellement pu être évités. Au terme de l'enquête, on a été très surpris de voir le nombre d'erreurs humaines qui s'étaient accumulées. C'est la combinaison de toutes ces erreurs qui a rendu cet accident possible. Enlevez-en une, et ce désastre ne se serait peut-être jamais produit.